Ouais, ça commence bien. Ben, vous savez qu'aujourd'hui, on va faire science. Donc, vous savez que science, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ça va complètement partir à brioche parce que j'ai des trucs de fou malade. Alors, autant j'ai des trucs super sérieux, autant j'ai des trucs, franchement, c'est à mourir de rire. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments en attendant l'apocalypse. Ah ouais, non, mais. Donc, on va parler de la Chine. Sacré chinois. On va partir sur de l'Égypte. On va partir sur de l'espace, vraiment un chouïa. Et pour les brèves, ben Chine, toujours. Oui, non, parce que t'as le qu'à faire. Dubaï, ouais, non, parce que c'est les premiers en bio. Et pour finir, je vais vous mettre... Alors, c'est un mec, c'est un astronome sur TikTok qui fait des vidéos justement sur l'espace. Et il vous montre, en fait, c'est avec son propre télescope. Et il vous montre la vraie photo de la Lune. Non, parce que il vous montre des photos de la Lune, mais c'est pas les vraies photos de la Lune. Et lui, il a les vraies photos de la Lune. Donc, je vous mettrai ça à la fin. Vidéo finale sur Pando, le plus grand organisme vivant du monde. Super instructif. Pour ceux qui ne savent pas lire, comme moi, qui n'ont pas de livre à la maison. Donc, on va partir sur du chinois. On se dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe vraiment des trucs très bizarres. Tamétéo.com. La Chine établit un nouveau record mondial en créant un champ magnétique 800 000 fois supérieur à celui de la Terre. Des scientifiques chinois ont utilisé un aimant résistif développé indépendamment pour produire un champ magnétique constant de 42,02 Tesla, équivalent à plus de 800 000 fois le champ magnétique terrestre, battant ainsi un record mondial établi par les États-Unis dans ce domaine en 2017. Ah ben on le savait pas. Moi perso j'ai pas su. Bon, faut dire qu'en 2017, j'étais à moitié morte. Donc c'est sûr que moi, je risquais pas de le savoir. Cette réalisation historique a été effectuée par le laboratoire des champs magnétiques, élevé de l'Institut des sciences physiques de Hefei, qui dépend de l'Académie chinoise des sciences. Oh, bah tiens alors, il y a des scientifiques en Chine. Elle devrait favoriser les découvertes scientifiques et les applications dans un large éventail de domaines technologiques. Bon, on ne sait pas lesquels. Mais peut-être une future arme va savoir. Champ magnétique élevé. Le champ magnétique élevé constant est une condition expérimentale extrême. Les propriétés de la matière peuvent être manipulées, ce qui permet aux scientifiques de découvrir de nouveaux phénomènes et d'explorer de nouvelles lois de la matière, ont expliqué les experts. Franchement, je sais pas ce qu'ils font dans notre dos, mais c'est chaud bouillant. Moi, je suis sûre qu'ils nous font tout ça, là, tout ce bordel, là, le capitalisme, les économies, les machins et tout, pour un projet vraiment plus vicieux et vraiment plus profond et technologique que ceux qui veulent bien nous faire croire. Minute complophile. Alors, les champs magnétiques élevés peuvent également conduire à de nouvelles technologies d'application telles que la métallurgie électromagnétique et la synthèse des réactions chimiques et surtout à l'utilisation généralisée de la technologie de la résonance magnétique nucléaire dans les sciences médicales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on passe un IRM, il y a des trucs radioactifs. Non, parce que moi, il m'en faut pas, donc je veux dire, bon, à un moment donné, avec toutes les radios, j'en ai un truc comme ça de radio. Ah ouais, non, mais je vous jure, j'ai un sac, et puis c'est lourd les radios, j'en ai autant. Toutes les radios qui m'ont passé dans ma vie. Je suis radioactive. Ah ouais, moi je suis radioactive. Type d'aimant, Kuang Gongli, directeur académique du CHMFL, a déclaré que cette avancée pourrait répondre aux besoins des utilisateurs en matière de champs magnétiques élevés, rapides, régulés et stables, fournir aux scientifiques des conditions d'expérimentation puissantes et poser une base technologique essentielle pour la construction d'aimants stables à champs élevés en Chine. Ce qu'on ne savait absolument pas, il existe 5 grands laboratoires de champs magnétiques élevés et constants dans le monde, situés aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Japon, en Chine et en France. Alors, il est devenu opérationnel en 2017. En 2022, des scientifiques chinois y ont produit le champ magnétique stable le plus élevé au monde, soit 45,22 Tesla à l'aide d'un aimant hybride. Alors, il y a les aimants résistifs, les aimants supraconducteurs et les aimants hybrides.
Alors, les aimants résistifs présentent l'avantage d'un contrôle flexible et rapide, qui fournit des conditions expérimentables fiables et efficaces pour la recherche scientifique. Grâce à cette installation, les scientifiques ont découvert les mécanismes moléculaires et neuronaux de l'apprentissage et de l'amélioration de la mémoire par l'exposition à la lumière du soleil. Et ont développé des médicaments candidats pour une thérapie ciblée contre le cancer, la stéatose hépatique non alcoolique et le diabète. Il prévoit de développer de nouveaux aimants stables pour soutenir le développement de nouveaux matériaux électroniques, d'explorer les mécanismes et les applications de la supraconductivité à haute température, d'étudier la pathologie des grandes maladies et les médicaments qui y sont associés, et de produire des matériaux semi-conducteurs à haute performance. Oula, quand on mélange tout ça avec le médical, ça fait peur. On va partir sur un truc un peu plus léger. Science Post, Chine. Des restes d'hommes géants ayant vécu il y a près de 5000 ans. Oh, vous vous dites, putain, géant, c'est 3 mètres. Ça y est, on les a trouvés, nos Tartariens de Tartarie, tu vois. Voilà, ça y est, enfin, on a la preuve comme quoi, effectivement, les monuments cyclopéens mégalithiques, ils ont été construits par des géants qui habitaient la Chine il y a 5000 ans. Et non, mesurant environ 1,80 m. Non, et c'est pas rigolo, Vous voyez, ça, c'est des titres putaclic. Et c'est le Science Post. Les ossements des... Oui, parce qu'eux, ils partaient du principe que... Bon, déjà, ils sont petits, les Chinois, d'accord, ok. Mais ils partaient du principe qu'au plus c'était, tu vois, avant, au plus c'était petit, parce que près du singe. Et en fait, ils se rendent compte, maintenant qu'ils trouvent plein d'ossements, alors datés... couche de sédiments, donc tout est relatif. Et en fait, ils sont vachement plus grands, c'est comme l'homme de Néandertal et tout, l'autre avec sa Lucie qui mesure 1,20 m, et en fait, ils sont en train de découvrir des ossements de personnes qui seraient nées, alors bon, Lucie, elle date pas de 5000 ans, mais je veux dire des anciens, donc vraiment 5000, 10 000, 15 000, qui sont vachement plus grands que ceux qui passaient. Et ils disent que le monde de Néandertal, en vérité, c'était pas genre un petit singe. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Il était grand, c'était plutôt genre grand singe. Donc, parce qu'avant, on était genre lémurien. Bon, maintenant, on est passé genre grand singe. Mais là, bon, il fait 1,80 m. Pour vous situer, la taille moyenne d'un jeune homme de 18 ans en Chine est d'environ 1,72 m. En Europe, il y a 5000 ans, les hommes mesuraient environ 1,65 m. Selon les chercheurs, de telles tailles pourraient s'expliquer par l'accès à des sources alimentaires riches dont disposait ce peuple à l'époque. Les hommes de l'époque cultivaient le millet et élevaient des cochons. Ouais, tu crois qu'on faisait quoi, nous, il y a 5000 ans? La zone de fouille est censée avoir été, ah oui, c'est sûr, au total, des ruines de plus de 100 bâtiments, plus de 200 tombes, moi je veux pas beaucoup, hein. Et une vingtaine de fosses sacrificielles ont déjà été trouvées. Gardons à l'esprit, mais de toute façon, elle en fait toujours des sacrifices. Vous croyez que les guerres, c'est quoi? Sauf que maintenant, ils te font croire que c'est pour défendre ta terre, ton machin, tes biens, tes sites, ta liberté et tout, et en fait, ils en ont rien à foutre. Qu'eux, ils assumaient. Ils disaient, oui, nous, on sacrifie. Ces découvertes pourraient également ouvrir la voie à de nouvelles hypothèses concernant les échanges culturels et technologiques de l'époque. Non, mais je vous dis, il y a tout qui va partir en brioche. Alors, je vous avais parlé, la dernière fois, de notre deuxième lune. Vous savez, la mini-lune. Non, parce qu'il y a mini-mois, et puis il y a la mini-lune. Futurascience.com. Surprise! La mini-lune qui accompagne la Terre depuis 2 mois viendrait de la Terre. Oh, et là, tu te dis, what the fuck? On a perdu un bout. On a perdu un bout de la Terre. Comment cela se fait-il? Un choc, un astéroïde, on n'était pas au courant. Pendant presque 2 mois, un astéroïde a flirté avec notre planète. Des astronomes suggèrent aujourd'hui que cette mini-lune pourrait bien nous être venue de notre Terre. Ils disent ça, c'est parce que, voilà, venue de notre Terre, mais de la Lune. Cet astéroïde venait d'être capturé par la Terre, se transformant en ce que les astronomes qualifient de mini-lune. Il est resté coincé en orbite jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour marquer son départ qu'il est à nouveau question de lui. Plutôt parce que les astronomes, les mêmes qui ont découvert la mini-lune, ont mené leurs analyses sur l'objet et que leurs résultats sont étonnants. Une composition qui ressemble à s'y méprendre à celle de notre lune. Moi, je suis fatiguée. Non, je suis fatiguée. Je crois que je suis partie en dépression. Ils ont ramené des bouts de roche, qui étaient à la base du bois pétrifié. Mais bon, ils ont ramené des bouts de roche. Finalement, les Chinois ont réussi, par quel miracle, je n'en sais rien, à analyser la Lune. Et en fait, ils ont retrouvé beaucoup d'eau et des matériaux, machin et tout, que on ne trouve pas sur la Terre. On est OK. Donc,
Comment ça se fait qu'ils nous disent que la Lune appartient à la Terre alors que la composition de la Lune est différente de celle de la Terre? Effectivement, c'est une planète tellurique. Ah, voilà. Terre, tellurique. Oui, vous avez vu. J'ai bien appris mes sciences dans les meilleures écoles de Marseille. Donc, c'est une planète tellurique. Donc, les planètes telluriques, à minima, sont faites de la même chose. Donc, c'est normal que tu retrouves de la composition sur la Lune, sur la Terre. Et peut-être que sur Mars, tu retrouves aussi de certains composants que la Terre possède. C'est sûr que si tu vas sur une planète gazeuse, oui, c'est sûr que c'est plus compliqué, parce que du coup, c'est du gaz. Tu vois, voilà. Et encore que tu pourrais trouver du gaz qu'on a sur Terre. Alors, quelque part entre un astéroïde de type S, un astéroïde présentant une composition minéralogique siliceuse, le deuxième type le plus courant, et un astéroïde de type V, comme Vesta, le deuxième plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes principale. Bon, il nous explique pas de quoi elle est constituée, mais la dernière mini-lune de la Terre montre surtout, estiment les chercheurs, une frappante ressemblance avec des échantillons collectés dans les années 70 dans les mers de la Lune. La vraie... ça va être compliqué de continuer. Ah ouais, non, ouais. Puisque la principale théorie de la formation de notre satellite est celle dite de l'impact géant qui suggère que la Lune a vu le jour dans une collision titanesque entre la Terre et un objet céleste il y a plus de 4 milliards d'années. Ben, bien sûr. Mais j'étais là, j'ai tout vu. Ah ouais, moi j'ai tout vu, hein. Croyez que quoi? Alors attendez, parce que là on a une vidéo, ils nous prennent vraiment pour des cons. Une lune, pour moi, ça tourne autour de la planète. Ça la suit pas, tu vois. Non, non, mais mort de rire. Non, mais non. Ah bon, on va continuer sur un truc un peu plus, voilà, réel. JVTech, l'IA consomme non seulement beaucoup d'énergie, mais elle génère également une grande quantité de déchets électroniques. Mais non, c'est bio, putain, t'as rien compris, c'est pour sauver la planète. T'as pas compris toutes ces installations, là, machin, les ordinateurs, tout par le numérique et tout, enfin bon... Tout ça, c'est pour sauver la planète, tu n'as pas compris. Et en plus, elle consomme énormément d'eau aussi. L'intelligence artificielle, révolution technologique prometteuse, cache un coût environnemental exorbitant. Sa consommation énergétique massive et les montagnes de déchets électroniques qu'elle génère interpellent. L'IA est-elle durable? Eh ouais, mais ils s'en foutent parce qu'ils vont les déverser en Inde, en Chine, il faut un Nemo en plein milieu de l'océan Pacifique, donc ils en ont rien à foutre. Moi, je pense qu'ils doivent tout dégager là-bas, hein, c'est pas possible. L'IA produit un déchet que l'on néglige. Ah bon, oui, enfin, on néglige beaucoup de choses, nous. Une étude récente publiée dans Nature met en lumière l'ampleur du phénomène. Alors, entre 1,2 et 5 millions de tonnes de déchets électroniques pourraient être directement liés à l'IA d'ici 2030. Un chiffre alarmant qui souligne l'urgence d'une gestion proactive et responsable de ces déchets. Ce constat est d'autant plus préoccupant que la croissance des déchets électroniques dépasse largement celle des efforts de recyclage. Ah bah oui, le Monitor mondial des Residuos Electronicos des Nations Unies révèle que la production de ces déchets a bondi de 53,6 millions de tonnes en 2019 à 62 millions de tonnes en 2022. Une augmentation 5 fois plus rapide que le rythme de recyclage. Un décalage inquiétant qui laisse présager une crise environnementale. Non, mais non, ils vont les mettre quelque part, t'inquiète, sans nous le dire. Alors, les entreprises, notamment celles qui investissent massivement dans l'IA, privilégient la puissance de calcul offerte par les dernières générations de GPU, même si les précédents sont encore opérationnels. Bon oui, ils en ont rien à foutre. Bon, c'est pas eux qui vont chercher les métaux rares, tu vois, c'est des minots. Réutilisation des composants remplacés. Oh oui, bah bien sûr. Non, non, mais là, déjà, nous, on est à 17% des recyclages de plastique. Là, la Suède, elle va faire 80%, elle va nous faire 100% électrique, la Norvège ou la Suède, dans pas longtemps. Le don de ces équipements à des institutions éducatives est également une option intéressante. Ben après, avant, c'est ce qu'ils faisaient. Nous, je sais que pour les premières formations qu'on faisait, ils nous donnaient des ordinateurs qui avaient été utilisés dans les bureaux, l'administration et tout, ils nous les filaient. Allez, on va faire ça là et après comme ça on passe au bref. Mobiz.fr. Au début, je croyais que c'était un fake. Vous savez, un peu comme l'autre putaclic avec ce truc-là. Cette énergie mystérieuse découverte dans la plus grande pyramide d'Égypte cache une puissance extraordinaire liée aux étoiles. Découverte révolutionnaire en Égypte, l'énergie mystérieuse des pyramides et des étoiles. Au cœur de la plus grande pyramide d'Égypte, une récente étude révèle des propriétés physiques surprenantes, suggérant que cet ancien monument pourrait concentrer de l'énergie électromagnétique, une découverte qui promet de révolutionner les technologies futures. Peut-être les boules de plasma
que le lidar, je sais pas quoi, chinois, il avait repéré, qu'on n'a pas pu savoir d'où elle venait. La grande pyramide, une antenne ancienne. Alors je sais pas si Mobiz, voilà, je sais pas, mais après parce que j'ai regardé, ça a l'air scientifique quoi, je veux dire, vous voyez. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est très bizarre. Depuis longtemps, le mystère entoure les propriétés physiques des pyramides d'Égypte. Grâce à la physique théorique et à des modèles informatiques, des chercheurs ont exploré comment la grande pyramide de Gizeh interagit avec les ondes électromagnétiques, notamment les ondes de radio de longueur d'onde entre 200 et 600 mètres. Sous certaines conditions de résonance, il s'avère que la pyramide peut concentrer de l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes ainsi qu'à sa base. Cette capacité découle de la géométrie particulière de la pyramide qui amplifie l'énergie des ondes incidentes. Les calculs de la section efficace d'extinction de la pyramide qui mesure l'absorption et ou la dispersion de l'énergie par la structure ont permis de montrer comment le design spécifique de la pyramide optimise la distribution d'énergie. Ah, je suis dans mon élément là. Des nanoparticules inspirées par les pyramides. Loin de se limiter au désert de l'Égypte ancienne, la science derrière ses propriétés électromagnétiques pourrait espérer des innovations de pointe en reproduisant ce principe à l'échelle nanométrique des nanoparticules en forme de pyramide. Pourrait répliquer la... Eh ben oui, vous savez qu'à un moment donné, il disait que d'avoir une pyramide chez soi, ça te permet les plantes de pousser, je sais pas quoi, parce que ça fait des résonances, machin et tout. Ah, tu vois, comme quoi, et on les prenait pour des fous, les mecs. Par exemple, l'intégration de la géométrie et des propriétés de focalisation de l'énergie de la pyramide dans des cellules solaires pourrait permettre d'atteindre des niveaux d'efficacité énergétique jamais vus auparavant. Ces cellules solaires seraient capables de collecter et de stocker l'énergie solaire de manière efficace, produisant des unités d'énergie durable à l'échelle mondiale. La recherche illustre comment des solutions modernes peuvent être inspirées par le monde ancien en utilisant les interactions des ondes électromagnétiques pour exploiter l'énergie de manière plus durable et efficace. De la pyramide aux étoiles, au-delà de ses incroyables capacités à concentrer l'énergie électromagnétique, sous le choc. Alors entre la dernière fois que j'apprends que les bombes atomiques ça fait des IEM, là maintenant j'apprends que les pyramides ce sont des antennes, l'attention de la pyramide se porte désormais vers un domaine encore plus vaste, les étoiles. En fait, les étoiles, y compris le soleil, sont envisagées davantage comme des champs magnétiques kilométriques gigantesques dans le cosmos. Alors là... La lumière et l'énergie émise résultent d'une interaction complexe entre les champs magnétiques et le plasma, se répercutant sur la vie sur Terre et l'univers dans son ensemble. Voilà, ça pour moi c'est un truc scientifique. Ça pour moi c'est sérieux. Cette découverte nous rappelle que la curiosité humaine, qu'elle concerne les pyramides ou les étoiles, peuvent révéler des connexions extraordinaires entre la Terre et les cieux. Mais on est tout connecté. La grande pyramide de Gizeh est véritablement une merveille à la fois historique et scientifique. Elle lie des éléments disparates de l'architecture ancienne avec la science physique moderne et la dynamique énergétique des étoiles à travers l'espace, reliant les mystères de la Terre à ceux du cosmos via la résonance électromagnétique. Magnifique article. Moi, je vous dis, il va y avoir une grande révélation. Alors oui, effectivement, il fait de plus en plus sombre derrière moi parce que l'heure tourne et effectivement, il fait nuit à 4h30, j'en peux plus. Moi, quand il fait nuit, je dors, hein, je t'explique. Moi, tu me dis, on a rendez-vous à 5h10, on en plein hiver, je te dis non, franchement, on se verra le lendemain matin ou le lendemain, mais vers 14h. Moi, dès qu'il fait nuit, je rentre chez moi, tu vois. Ah non, mais... Allez, et on passe au bref. Géo.fr 1900 fois la gravité de la Terre. La Chine active la plus grande installation hypergravitationnelle au monde. Oh non, mais je vous dis, les Chinois, ils vont nous éclater. Ils vont nous faire... Je m'enlève les chaussettes, hein, vous inquiétez pas. Ils vont nous faire une Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting. Ah ouais, non. Ah ouais, j'avais chaud aux pieds. Il fait très chaud à Marseille. Afin d'approfondir la compréhension scientifique, la Chine a mis en place la machine d'hypergravité centrifuge la plus développée au monde. Non mais c'est con les Chinois. Bon après je sais pas, est-ce qu'ils ont les photos, les machines, parce que si c'est juste ce qu'ils disent, tu peux te dire ouais, ils inventent un peu, tu vois, un peu comme les États-Unis, maintenant ils ont pris l'habitude. Alors, une plateforme d'expérimentation scientifique à grande échelle intégrant l'hypergravité dans un environnement extrême. Alors, développé par l'université de Zhejiang. Grâce aux chiffres, le pays entend offrir un soutien immense au développement et à la vérification des principales technologies d'ingénierie, ainsi qu'à la recherche dans les sciences de pointe liées à la matière. Ils vont nous dissoudre. Je sais pas ce qu'ils vont faire à la Terre, mais putain, les Chinois, ils font un peu ce qu'ils veulent, je te le dis. Sudouest.fr, vidéo. Oh, le choc!
Réchauffement climatique, à Dubaï, c'est la nuit qu'on va à la plage, à la lumière des projecteurs géants. Et ouais, ils en ont rien à foutre de votre changement climatique, tu vois. De toute façon, c'est le désert. Au pire, ils auront des arbres, tu vois. Et de la pelouse. Eux, ils auront c'est le désert. Donc, tout changement climatique est bon pour eux. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu es dans l'une des régions les plus chaudes du monde, eh ouais, ben ouais, c'est peut-être pour ça aussi. C'est sûr que te baigner en pleine nuit sans projo, c'est compliqué. 800 mètres de plage de nuit dotée de maîtres nageurs 24 heures sur 24, de filets anti-requins et de projecteurs géants, caméras avec IA. Selon le responsable du projet, la municipalité, tout a été fait pour assurer les nageurs. Ah bah oui. Avec cette nouvelle attraction, les autorités cherchent aussi à séduire les touristes cantonnés durant la saison chaude aux espaces climatisés. Mais avec sa plus haute tour du monde, ses immenses centres commerciaux et parcs d'attractions en intérieur, le tout climatisé, accueillant plus de 17 millions de visiteurs. Ah ben oui, non mais... Le réchauffement climatique. Non, il faut voir la suite, ça va, on peut rigoler. Le réchauffement climatique pourrait toutefois limiter ses ambitions, souligne l'experte, évoquant notamment les pluies torrentielles. Non, je suis fatiguée. JVTech, cette ville démonte 139 éoliennes et en laisse 22 en service. Il prévoit de produire 30% d'énergie en plus. Ils vont changer les éoliennes pour en mettre des plus performantes. D'accord? Donc vous savez tous les problèmes qui sont déjà liés aux éoliennes, entre le bruit, le fait que ça tue des oiseaux, des piou-piou, puis c'est plein de produits chimiques, en fait tu peux pas les recycler, en fait c'est vraiment de la merde. Et tu défonces les sols, parce que justement il faut que tu creuses des fondations de 800 mètres de profondeur pour que ça tienne. Donc là, alors elles sont plus performantes, mais elles sont plus grandes. C'est-à-dire que en 2000, on te les faisait de 47 mètres de largeur. Et là, en 2022, elles sont de 145 mètres. Et donc, vous vous doutez bien qu'une éolienne de 145 mètres, il en faut des fondations. Non, mais je vous dis, c'est du n'importe quoi. Les mecs, vous vous rendez compte le prix qu'ils ont payé pour faire installer les éoliennes, les 139 qui vont démonter. Tout ça pour en réinstaller après des plus grandes. Découverte d'une force invisible qui expulse l'atmosphère de la Terre dans l'espace. Alors celle-là, je l'ai juste mis parce que cette photo, déjà, vous voyez que, bon, c'est pas le Groenland, hein, en fait, c'est la Terre, elle est blanche. Bon, ok, y a pas de souci. Et en plus, et vous verrez que c'est la même photo que j'avais parlé déjà la dernière fois et que j'avais débunké. Et là, par contre, ils ont mis des petits, c'est genre d'évaporation. Je suis fatiguée. Ils observent un mystérieux vent polaire, un flux de particules quittant l'atmosphère terrestre sans chaleur apparente, à des vitesses supersoniques. Pour en expliquer l'origine, un champ électrique faible mais étendu fut hypothétiquement proposé. Ah ouais, non. Qu'est-ce que la ionosphère? Ben, c'est ce qu'on est en train de défausser. Non, mais c'est ridicule. Et les mecs, ils vont faire, oh, ah ouais, tu as vu, regarde, il y a les trucs qui s'évaporent. Ah ouais, non mais... Allez, on continue parce que mort de rire. Réchauffement climatique. Un froid glacial forme un immense lac en Europe. Un janvier exceptionnel s'annonce. L'air glacial et le froid coupant et vivifiant évoquent les hivers d'un autre temps. C'est ce spectacle époustouflant que vivent actuellement plusieurs régions du continent où un phénomène météorologique exceptionnel est en cours. La formation d'un immense lac glacé recouvrant une large partie de l'Europe, plonge les habitants et visiteurs dans une atmosphère presque irréelle. Réchauffement climatique. Voici à quoi ressemblera la nouvelle station spatiale qui sera bientôt mise en orbite. Futurascience.com. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on n'a jamais vu la construction de la navette spatiale? Pourtant, Dieu sait s'il a fallu en faire des allers-retours pour monter toutes les installations, les modules et tout. Normalement, vu le caca nerveux qu'ils nous ont fait pour leur pied imaginaire sur la Lune, normalement, ils auraient dû nous faire un truc de fou malade, nous filmer en 4K, les modules en train d'être installés et tout. On n'a jamais vu ce truc. Je vois pas les mecs qui sont en train de visser, qui sont en train d'installer, comment ils ont vissé tout ça avec qui? Avec les 3 astronautes qui étaient en haut. Donc ils ont monté du matos, ils ont monté des gens. Il faut installer les câbles, ils ont monté comment tout ça. Donc voilà, vous allez voir la nouvelle station. Enfin bon, là pour l'instant, on en est toujours à de l'image de synthèse, hein, non, parce que je vous explique. La nouvelle ISS, voilà, magnifique. Ça, on ne sait pas comment ça va être envoyé. C'est magnifique. Oh, puis elle va être belle. Hein. Oh, comme elle est design. Oh, putain, c'est du grand luxe. Ah ouais, non, là, on est sur du grand luxe. Ah ouais, non, là, c'est le top du top, là. C'est vraiment nous prendre pour des cons.
Combien ils vont demander aux Américains? Et voilà. Et ça va s'emboîter comme ça par magie. Oh, puis un troisième qui arrive comme ça, venu de nulle part. Et ouais, non, ils viennent de nulle part, les trucs. Ça va être beau, hein? Ah ouais, aucun rapport avec l'autre. Hein. 2030. 9 modules. Devrait être achevé en 2032. Magnifique. Bon, j'espère que vous aurez compris que c'est des images de synthèse. On a terminé pour les brèves. Pando, le plus grand organisme vivant du monde, serait aussi le plus vieux. Et quand je vois ça, je pense à Avatar. Cette colonie de peupliers faux tremble, reliés par leurs racines et couvrant 43 hectares dans l'Utah. Ah, j'y suis allée dans l'Utah, c'est trop beau. Bon, de toute façon, les États-Unis, c'est trop beau, hein, je vous explique. Aurait entre 16 000 et 81 000 ans, et serait donc, d'après un récent travail de datation, compliqué, un des plus vieux êtres vivants sur Terre. Encore un superlatif pour Pando. Ça pourrait avoir déjà entendu parler le truc. Alors, cet être vivant, extraordinaire par sa taille, l'est aussi par son âge vénérable, entre 16 000 et 80 000. Ah ouais, là, alors, comme j'ai dit, c'est plus une fourchette. Ah ouais, là, on est sur du râteau ou de la fourche. Ah ouais, non mais... Il est même l'un des plus vieux organismes vivants sur Terre. C'est ce que confirme l'étude menée par Rosen Pino et ses collègues de l'Institut de technologie de Géorgie à Atlanta, et dont les résultats, qui n'ont pas encore été évalués par un comité de lecture... Ah oui, d'accord. Bon, on va quand même lire. Pando est le nom donné à une colonie clonale de 47 000 peupliers faux-trembles, Populus tremoloides, qui, génétiquement identiques et reliés entre eux, forment en fait un seul et même organisme. Ces arbres ont en effet la même origine, ils poussent verticalement. Ben ouais, comme un arbre quoi. Non, parce que j'ai jamais vu des arbres qui poussaient horizontalement ou diagonalement. Oui, à part s'il y a eu un souci ou quoi, mais normalement, un arbre, ça pousse verticalement, en fait. À partir des systèmes racinaires de l'arbre parent. Comptez les mutations. Au commencement, quand une seule graine a germé pour donner naissance à Pando, toutes les cellules de Pando contenaient le même ADN. Puis des erreurs se sont produites dans l'ADN au fil des cycles de réplication et de division cellulaire. En comptant ces mutations, on peut dater l'origine d'un être vivant. Pour Pando, cela a permis de conclure qu'il était né il y a environ 34 000 ans, en tenant compte des incertitudes. Les chercheurs préfèrent avancer un âge compris entre... Alors, il y a environ 34 000 ans, d'accord? Mais pour pas faire d'erreur, les chercheurs préfèrent avancer un âge compris entre 16 000 et 80 000. Même avec le plus jeune âge estimé, cela signifie que cette colonie clonale de peupliers faux tremble grandit depuis la dernière période glaciaire. Alors, ses rivaux dans ce concours de longévité sont une forêt clonale de Tasmanie, vieille de 43 000 ans, ou de 10 000 à 120 000 ans, et des herbiers de Posidonie que l'on retrouve dans la mer Méditerranée et dont l'âge est estimé à 200 000 ans. Voilà, c'est nous. Ouais, nous on est les plus forts, ouais. Best of the best Marseille, de la vie, elle a tout compris. Ben voilà, écoutez, j'ai terminé. J'espère que Pando vous aura intéressé. Non, super intéressant les pyramides. Prochaine vidéo, débrief, où je vais te débriefer. C'est un peu le projet, je pense. D'ici là, si je suis toujours en vie, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.